Commune, Madame la rapporteure, le 304, vous avez la parole. Alors, Madame la Présidente, donc cet amendement, je voudrais juste repréciser le contexte dans lequel il a été adopté en commission des finances. 3 amendements ont été adoptés. Ils l'ont été pas tant parce que la commission des finances souhaitait accentuer l'un ou l'autre des sujets, ils l'ont été parce qu'il y a une discussion qui a souligné en tout cas la demande d'une ouverture sur ces sujets. Et donc, afin, alors je ne sais pas s'il fallait le prendre dans ce sens-là ou dans un autre, mais de ne pas privilégier un sujet plutôt que l'autre, la commission a fait le choix d'en voter 3, qui n'ont évidemment pas la même portée et qui, pour certains, sont, il est vrai, d'un point de vue financier et budgétaire, assez symboliques. Celui dont je vais parler, le 304, ne rapporterait dans les caisses de l'État que 600 000 euros. Donc vous voyez bien que là, on est sur un montant qui n'est absolument pas une démarche visant à avoir un objectif très ambitieux d'un point de vue budgétaire. Ces amendements, donc l'un porte sur la taxe à l'essieu, le deuxième sur la TVA sur le vin et le droit de circulation du vin, ont été adoptés à l'initiative, enfin sur proposition de notre collègue de Courson, disant est-ce que on ne pourrait pas ouvrir une discussion sur l'ensemble des dispositifs fiscaux qui peuvent être appliqués ou qui existent en Corse. Donc c'est cette idée-là, dans les discussions qui ont eu lieu à la commission des finances, qui a prévalu, et pas l'idée d'imposer de manière extrêmement rapide. D'ailleurs, la commission des finances, cet amendement est une version un peu amendée de la commission des finances, puisque la date initiale était 1er janvier 2017. Donc tout le monde a insisté sur la nécessité d'avoir une concertation avec l'ensemble des acteurs de la Corse pour qu'on puisse trouver un consensus, parce qu'on sait très bien que les mesures qui viennent de manière assez brutale, décidées par Paris, ne sont pas toujours les meilleures en termes d'application. Alors, parce que j'ai entendu aussi, pour qu'on puisse trouver un point d'atterrissage qui soit satisfaisant pour tout le monde, je vais retirer ces 3 amendements qui ont été votés par la commission des finances. Je souhaite qu'on puisse avoir une discussion pour que les choses trouvent un point d'atterrissage qui soit satisfaisant. J'ai cru comprendre qu'il y avait des ouvertures, notamment sur la taxe, je ne sais plus comment elle s'appelle, la circulation du vin, qu'il pouvait y avoir un échange avec les viticulteurs et que c'est extrêmement important qu'on puisse avoir cette ouverture. Encore une fois, l'objet de ces amendements, alors là je parle un peu pour la commission des finances dans son ensemble, n'était pas le fait qu'on impose quoi que ce soit. L'idée, c'était de dire comment on peut arriver à faire émerger ces sujets et surtout à trouver un point de consensus et un point d'atterrissage. Je vous remercie. Donc vous parlez déjà du 304 et du 302. Vous évoquiez... Ah, 303 qui vient après. Le 303, il est où? Monsieur le... pardon, en discussion commune, monsieur de Rocasser, sur le 454, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, à la suite, Monsieur le Ministre, à la suite de ce que vient de dire Madame la rapporteure, je reprendrai, comme la Commission des finances, les 3 amendements. De quoi s'agit-il? Il s'agit, Charles Lamédé de Courson, qui malheureusement n'est pas là pour qu'il puisse entendre ce que nous allons dire, c'est vrai que je dirais qu'il a répondu d'une certaine façon à la demande de sa maison mère, qui est la Cour des comptes. C'est le référé de la Cour des comptes qui l'emporte dans cette histoire. Charles Amédée de Courson ne fait que suivre ce que dit la Cour des comptes. Mais la Cour peut se tromper. Il arrive qu'elle se trompe et elle s'est trompée. Elle s'est trompée lorsqu'elle donne d'abord des chiffres, des sommes qui sont exorbitantes
par rapport à la réalité. Je prendrai un exemple sur la TVA sur le vin. Il ne s'agit pas de 45 millions, mais il s'agit de l'ordre de 12 à 13 millions d'euros. Et c'est facile à calculer parce qu'elle ne s'applique, la TVA sur le vin, que sur la partie produite et consommée en Corse. Donc on pourrait, je dirais, développer là-dessus, mais je ne le ferai pas puisque l'amendement a été retiré. Et nous pouvons discuter. L'ensemble de la filière est prête à discuter avec le gouvernement, avec la commission des finances, avec l'ensemble des élus de la nation pour trouver, je dirais, un régime qui soit stable et qui permette de continuer à développer cette filière qui est une filière d'excellence, mais qui reste de toute façon toujours fragile et qui mérite d'être soutenue. Mais je vais prendre le seul exemple de l'amendement actuel, le 241, que nous avons défendu, même si ça ne sert plus à rien puisque celui de la commission a été retiré. Lorsqu'on parle de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, la fameuse TSVR, dite taxe à l'essieu, celle-ci a été instituée par l'article 16 de la loi de finances pour 68 afin de compenser les dépenses d'entretien de la voirie occasionnées par la circulation de véhicules à fort tonnage, notamment sur les autoroutes dont les ouvrages d'art nécessitent un entretien régulier. Madame, je fais le lien avec 3 amendements, donc ça permettra de gagner du temps. Oui, ça fait 6 minutes normalement, oui, mais en 4 minutes, ça sera suffisant. Donc la Corse est la seule région française à ne pas comprendre sur son territoire 1 mètre d'autoroute, avec les conséquences que cela peut avoir d'ailleurs en termes de trafic. À titre d'exemple, un 44 tonnes devant effectuer le trajet Bastia-Porto Vecchio, qui est l'axe économique un des plus importants de Corse, met 8 heures aller-retour pour seulement 147 km, hors temps de chargement et de déchargement. Le rapport d'Alain Lambert, au titre de la Commission des finances du Sénat en 1998, et l'instruction du 16 février 2000 relative au champ d'application de la réforme de la taxe à l'essieu précise dans son point 4 que la taxe à l'essieu n'est pas applicable dans les 2 départements de Corse. Et pour cause, depuis le 1er janvier 1993, je dis bien le 1er janvier 1993, l'État percepteur de cette taxe n'a plus 1 kilomètre de réseau routier en Corse. Le patrimoine relatif au réseau routier national sur le territoire insulaire, soit 576 kilomètres, ainsi que les ouvrages d'art et les dépendances attenantes, ainsi que la compétence en matière de gestion de ce réseau, ont été transférés à la collectivité territoriale de Corse par la loi 91-428 du 13 mai 1991, dite loi Joxe, et ce n'est pas Paul Jacob qui pourra le démentir puisqu'il en a eu la charge. Depuis le 1er janvier 2012, notons que les véhicules immatriculés en Corse circulant sur le continent s'acquittent de la taxe à l'essieu au prorata du nombre de jours pendant lesquels les 10 véhicules arpentent le réseau routier et autoroutier. Merci de conclure, Monsieur Rocasser. Le manque à gagner annuel est évalué à moins de 600 000 euros. Par ailleurs, la Cour des comptes se trompe aussi lorsqu'elle parle des métaux précieux et des bijoux et de l'or. Il faut savoir qu'il n'y a plus de bureau en Corse et que le bureau est à Nice. Donc il n'y a pas d'exemption en Corse. Et quant au droit de circulation sur le vin, eh bien, c'était simplement la loi de finances de 67, à la demande de parlementaires corses et dont le père de Paul Jacobi, avec le soutien de Michel Debré, a pris en compte le surcoût en Corse des intrants, c'est-à-dire de tout la matière qui permet ensuite de vinifier et de commercialiser le vin. Et c'est pour cela, considérant que ça représentait 20%, qu'il y a eu effectivement ce droit de circulation strictement réservé à la consommation et la circulation des vins en Corse. Merci, dès qu'ils traversent le continent, ils payent la taxe. Merci, Monsieur Pupponi. Vous avez la parole sur le 588 qui est identique. Oui, Madame la Présidente. Oui, je crois qu'on est à un moment important de ce débat, mais qui effectivement découle, comme vient de dire Camille de Rocasser, du rapport de la Cour des comptes, du référé, repris in extenso par notre collègue de Courson, dans sa volonté d'essayer de clarifier ce qui se passe en Corse. Mais quelque part, il nous invite à un débat qui est important. Et moi, je salue la proposition de Madame la rapporteure générale, qui est de dire, voilà, oui, il y a le référé, et profitons du référé pour regarder les textes qui s'appliquent, ceux qui sont peut-être désuets, mais qui sont en tout cas justifiés par une situation particulière. Nous connaissons tous le problème constitutionnel d'un éventuel texte spécifique à la Corse qui permettrait de mettre en œuvre des règles fiscales et sociales dues à la spécificité du Nil, mais nous avons l'obligation maintenant de répondre et le référé nous invite. Alors,
Je pense que la manière qui a été proposée par notre ami et collègue Charles de Courson n'est pas forcément la bonne. Et Camille de Rocader vient de le démontrer. Sur la taxe à l'essieu, on pourrait arriver au paradoxe que ceux qui ont des camions en Corse paieraient une taxe qui ne serait utilisée que sur le continent. C'est une forme de solidarité des Corses envers les autres Français, puisqu'ils ne profiteraient jamais de cette taxe. Ça tomberait dans les caisses de l'État, qui utiliserait cela sur des voiries qu'il n'y a pas en Corse, ou des infrastructures qu'il n'y a pas en Corse. Mais pourquoi pas, les Corses sont prêts à être solidaires, bien entendu, dans ce cadre-là. Et le deuxième amendement qui était proposé fait que certains droits indirects ne sont pas payés en Corse, en Moselle, en Alsace. Et la proposition de Charles de Courson serait de faire en sorte que ces taxes soient payées uniquement en Corse et pas dans les autres départements. La Moselle, le Rhin auraient droit à ces exonérations, pas les Corses. On voit bien qu'il y a ici des anomalies. Je ne dis pas que Charles Amiel a voulu nous provoquer, je ne dis pas ça, qu'il y a des anomalies qu'il nous faut rétablir. Donc moi, j'entends bien la proposition de la rapporteure générale, j'attends bien sûr avec beaucoup d'impatience la réponse du ministre. Oui, il y a urgence à mettre en œuvre des textes spécifiques pour la Corse, compte tenu d'un certain nombre de particularismes, et je prendrai que 2 chiffres. Le coût du vin et de l'exploitation des exploitations viticoles en Corse est supérieur de 20% à ce qu'elle se passe sur le continent. Aujourd'hui, un viticulteur corse paye 20% de charges de plus que le même viticulteur installé sur le continent. Et dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, et d'ailleurs la CTC a, avec des entrepreneurs corses, proposé la semaine dernière un certain nombre d'évolutions législatives dans le domaine fiscal et social, dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, le surcoût est de 30%. Oui, il y a des particularités, oui, il y a des spécificités, oui, il y a des surcoûts dus à l'insularité et à un certain nombre d'événements qui viennent de l'histoire. Oui, il y a urgence maintenant à rétablir des textes efficaces pour permettre à cette île d'avoir enfin un développement harmonieux. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure générale, donc sur ces amendements identiques, l'avis de la commission, s'il vous plaît. Sur l'amendement 454 de monsieur Rocasser et l'amendement de monsieur Pupponi. Oui, c'est pour ça que je vous demande votre avis sur ces amendements, les autres amendements qui sont en discussion commune. Vous avez retiré le 304, on est bien d'accord ? 304 et 303, mais il vient après. Il y a 2 amendements en discussion commune sur lesquels je souhaiterais avoir l'avis de la commission. Merci, monsieur le ministre. Bien. Donner là aussi un point de vue plutôt global, puisqu'un certain nombre d'amendements, parfois d'ailleurs antagonistes, circulent, même si certains viennent d'être retirés. J'inviterai d'ailleurs les auteurs des amendements qui viennent d'être évoqués à les retirer. Je vais dire pourquoi. La spécificité corse est connue. Le Premier ministre a eu l'occasion, je l'accompagnais, de se rendre en Corse pour échanger avec les élus. Les 2 sujets dont nous discutons là, la taxe sur les alcools qui circulent en Corse et la TSVR, ne sont pas les sujets majeurs en termes d'enjeux financiers. Les enjeux principaux sont ceux concernant les poursuites, ou en tout cas la gestion des fameux arrêtés MIO, que ici tout le monde connaît. Sur ce point, je le dis tout de suite, si le sujet devait revenir, le Premier ministre a chargé Jean-Michel Bellet et votre serviteur et quelques autres de travailler avec les élus corses pour traiter la question des arrêtés MIO, où l'enjeu financier est très important et l'enjeu, je dirais même éthique, juridique, est fondamental. Ici, tout le monde le sait. Je crois savoir qu'une proposition de loi vient d'être déposée au Parlement, qui a été travaillée entre nos services et les parlementaires corses, sur laquelle j'indique que le gouvernement, comme il s'était engagé, aura une position ouverte, même si les termes, certains des articles qui ont été proposés ne recueillent pas pour l'instant l'assentiment complet du gouvernement. Nous partageons l'esprit, mais peut-être un certain nombre de modalités, notamment d'échéances temporelles, ne sont pas tout à fait conformes à ce que le gouvernement entend soutenir. Le Parlement restera ensuite souverain, bien sûr.
Alors, concernant les deux sujets qui sont là, je vais le dire et pas trop non plus relancer le débat. De toute façon, il va avoir lieu. L'argumentation qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'autoroute en Corse ou de route nationale et donc la TSVR n'a pas à être acquittée, je pense qu'il y a un certain nombre de départements français où on doit être dans la même situation, parce que les routes nationales ont été pour beaucoup départementalisées à partir du moment où on admet la nécessité de la continuité territoriale, qui est un autre sujet, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas. Alors, il faudrait presque analyser département par département ou région par région quel est le nombre ou le kilomètre d'autoroute ou de route nationale pour avoir une espèce de taxe à l'essieu modulable. Enfin, je veux dire, tout le monde comprend que ça n'est pas gérable. Donc cet argument, moi, je ne le fais pas mien. Néanmoins, j'ai entendu ce qu'a dit hier Paul Giacobbi dans une de ses interventions. J'ai entendu ce que Camille Rocca-Serra vient de déclarer et ce que la rapporteure générale a dit et a indiqué. Donc moi j'invite à ce qu'on continue le travail. Sur la question des arrêtés MIO, qui est encore une fois la question la plus lourde, je pense que nous sommes en mesure d'arriver à une position équilibrée et consensuelle. Enfin consensuelle, en tout cas, une position équilibrée. Sur les autres sujets, je ne peux pas admettre à ce stade, avant que l'on ait regardé, que l'on ait consulté, que l'on ait mesuré les enjeux, admettre qu'on inscrive dans la loi ou l'exonération ou la dispense de TSVR ou de taxe sur la circulation des alcools, ou à contrario, c'était les autres amendements, qu'on inscrive dans la loi, la non-exonération, en tout cas l'assujettissement. Je pense que c'est prématuré. Donc moi j'invite sur ces sujets à retirer les amendements, à poursuivre le travail. Je crois que la PPL sera inscrite à l'ordre du jour. Je n'ai pas de date encore, elle vient d'être déposée sur les autres questions, l'usucapion et les arrêtés MIO. Et puis poursuivons le travail. Moi je dis l'ouverture de nos services aussi, s'il y a à regarder les choses. Mais évitons les excès, ou dans un sens ou dans un autre, qui consisteraient à remonter dans la loi des choses qui ont été traitées par décret, par arrêté ou par instruction ministérielle, ce qui nous figerait ensuite dans des positions extrêmes. Voilà, un petit coucou quand même pour la Moselle et l'Alsace. Je suis né en Moselle, ma mère y est toujours. J'habite en Meurthe-et-Moselle. La question du droit local est une question également historique, héritée de périodes douloureuses aussi de nos régions. Et nous verrons là aussi, pourquoi pas, s'il y a lieu de regarder, d'harmoniser sur l'ensemble du territoire national des questions difficiles. Monsieur le ministre, Monsieur Giacobbi, vous avez la parole. Monsieur le ministre, ayant moi-même eu un père qui était à moitié alsacien, même s'il était député ou sénateur de la Corse, ne peut qu'aller dans votre sens de prudence. Alors, je dois dire que les esprits se sont apaisés, c'est heureux, parce que comme on dit chez nous, l'excès nuit, ou trop ou trop. Par conséquent, on en revient à des choses raisonnables. Alors, beaucoup d'imprécisions quand même dans les esprits et dans les textes, y compris d'ailleurs dans ce que écrit la Cour des comptes, qu'il faut interpréter à travers la réponse du gouvernement, le contradictoire, je le répète, contradiction ou imprécision qui consiste à dire, par exemple, de la part, sinon de la Cour, du moins de son exégète, bien qu'il fût un ancien membre de la Cour, consistant à dire, par exemple, sur la consommation des alcools, que c'est sans justification ni droit de circulation. Il y a un article 16 d'un décret de 1811 qui s'applique sans texte législatif contraire. Et sauf à admettre qu'un lieu texte n'est plus applicable, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit hier. Deuxièmement, beaucoup de confusion dans les esprits, pas ici bien sûr, mais parfois entre la TVA sur les vins, qui est un sujet réel, et le reste qui n'est pas non plus un sujet considérable. La TVA sur les vins, si on l'appliquait telle qu'elle est aux vins produits et consommés en Corse, c'est-à-dire une assez faible part des vins produits en Corse, ça aboutirait à ruiner brutalement et de manière totalement injustifiée. Et là aussi, il y a une base, c'est le travail parlementaire, sauf à dire que ce qu'on dit ici ne sert à rien. La jurisprudence, y compris de toutes les manières, considère
la Cour de cassation, le Conseil d'État, que les travaux parlementaires peuvent fonder une attitude de l'administration, y compris l'administration fiscale. D'ailleurs, une grande partie des fiscalistes savent qu'ils suscitent des questions écrites pour obtenir des réponses écrites. Bien. Alors, on pourrait dire de tout cela, il y a beaucoup de bruit pour rien, much ado for nothing, mais simplement, je crois qu'il est très important qu'à ce stade, on considère que le chantier est ouvert, non pas une bataille rangée ou une bataille d'a priori, mais un chantier, un ajournement d'un côté de dispositions qui peuvent paraître un peu boiteuses sur le plan historique, voire légal, encore que, quand elles ont été appliquées pendant 50 ans sur la base de travaux parlementaires, elles sont admissibles. Et puis, regardez les choses au fond. Le ministre a cité les arrêtés Miot. Il y a un travail qui se fait. Le consensus absolu n'est pas encore totalement atteint, mais par rapport à des périodes anciennes, je rends hommage au ministre publiquement. Je conclus. Et il y a toute une série d'autres sujets qu'il faut aborder à tête reposée. Je conclus, Madame la Présidente. Ici, dans cette Assemblée, il y a très longtemps, il y a un député qui était en même temps député de la Corse, d'Ajaccio, et le principal éditorialiste du Figaro, qui avait dit « La Corse est une île », pour expliquer nos difficultés. Comme les collègues ne comprenaient pas, il a dit « La Corse est une île entourée d'eau de toutes parts ». Il s'appelait Emmanuel Arène et ses propos sont toujours d'actualité. Merci. Monsieur Marcangeli, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. J'ai été extrêmement attentif aux propos de Madame la rapporteure générale et de Monsieur le ministre. Nous l'avons dit hier soir, le débat, nous ne le fuirons pas. Il peut être fait de manière sereine. C'était la méthode que j'ai déplorée d'introduction des amendements nuitamment à la Commission des Finances la semaine dernière. Et il faut se dire que nous ne sommes pas là pour chercher des poux dans la tête, Monsieur le ministre, des Mosellans ou des Alsaciens. Camille de Rocazère hier a expliqué qu'il y avait l'histoire qui expliquait un certain nombre de choses. Nous sommes là aujourd'hui pour en discuter de manière sereine. Et comme nous l'avons dit au gouvernement, comme je l'ai dit hier soir à Ajaccio, même ici, les portes sont ouvertes pour discuter de manière sereine sur tous les sujets. Donc Camille de Rocazère est le signataire principal des amendements que j'ai co-signés avec lui. Vu que vous retirez ceux que la Commission voulait défendre et que M. de Courson est absent pour défendre les siens, je pense éventuellement que nous allons certainement retirer les amendements, mais je laisse cette responsabilité à Camille. Alors, Monsieur de Rocazère, est-ce que vous retirez ces deux amendements, s'il vous plaît? Oui, Madame, au bénéfice de ce que Madame la rapporteure vient de préciser et le ministre, je dis au ministre que nous avons travaillé tous ensemble, représentants de la Corse, sur les droits de succession et la création des types de propriété. C'est un travail identique que nous pouvons faire dans beaucoup d'autres domaines. Il n'en demeure pas moins que, et je reprendrai d'ailleurs une conversation, Madame la rapporteure, que nous avons eue hier soir, c'est un plan pour la Corse. Ça serait, je dirais, une grande démarche que nous pourrions faire tous ensemble dans cet hémicycle et montrer que la République est au service de tous ces territoires et que la Corse n'est pas un territoire oublié où, soi-disant, des privilèges anciens ne pourraient pas subsister s'ils sont utiles. Et je serai moi-même défenseur avec vous, Monsieur le ministre, de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, de tous ces territoires qui méritent que nous nous intéressions à eux, à leur développement et à l'harmonie de notre République. Merci, Monsieur le député. Le 454 est donc retiré, ainsi que le 241. Monsieur Pupponi, vous retirez les amendements? Avant de les retirer, Madame la Présidente, quelques mots. Moi, je salue bien entendu la proposition du ministre qui nous invite à la fois de la discussion, de la sérénité et d'éviter l'excès. Il a tout à fait raison. Je crois qu'effectivement, il l'a dit, le ministre nous invite aussi dans le cadre de la discussion sur les arrêtés Miot qui va intervenir assez rapidement dans l'hémicycle de pouvoir trouver un consensus. Et je crois que ça sera relativement facile car tout le monde y met de la bonne volonté. Moi, je suis bien entendu, je retire ces amendements. Mais effectivement, mettons-nous au travail pour ce grand plan que Camille de Rocazère vient d'appeler de ses voeux, qui est indispensable et qui, j'en suis convaincu, va permettre enfin peut-être de pacifier ce débat qui parfois est un peu passionné, irrationnel. Et je suis convaincu, pour terminer sur une note peut-être un peu plus légère, que notre ami de Courson participera activement et efficacement à ce travail. Merci, Monsieur le député. Les amendements de la commission, donc 304, 303, ont été retirés. Les amendements 454, 588, 241, 587 également. Nous en venons donc à
Le 569, 550 ne sont pas défendus. Madame la rapporteure, le 302.